Comment réussir son mariage comme les aristocrates? 3 idées essentielles à connaître. Tadam! Alors, si vous êtes ici, hein, vous êtes intrigué. Eh oui, qu'ont les aristocrates à nous enseigner sur le mariage? Oh, et puis après tout, non, mais c'est que des mariages arrangés, donc de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Ils en savent rien, puis chacun batifolé dans son coin. C'est faux. Je suis historienne de formation. Donc les mariages arrangés ont toujours existé, dans toutes les cultures, c'est encore valable de nos jours. Ça reste que c'est une infime minorité. Et maintenant, même parmi cette minorité, il y a des façons et des méthodes d'être heureux. Ça a été le cas dans ma famille. Oui, au sortir de la guerre, mon arrière-grand-mère, elle était héritière. Et bien écoutez, c'est la Pologne, hein, tous les hommes ont été décimés, il en restait très peu. Donc je ne parle même pas de trouver un bon parti. Non mais il y a plus d'hommes, ils sont morts, littéralement. Ils sont, voilà. Et bon, je l'ai raconté dans une autre vidéo. Et bref, ce fut un mariage arrangé. Ils ont fêté enfin, ils sont décédés tous les deux. Mais ils ont fêté 75 ans de mariage. Heureux. Ils étaient heureux, ils inspiraient les gens autour d'eux. Ils se sont suivis dans la tombe de près parce que, enfin, celui qui est resté, enfin, elle a su, enfin, son mari est décédé et elle, quelques mois plus tard, enfin voilà, elle est morte de chagrin, quoi. Tellement ils étaient heureux. On a des choses à apprendre, même dans les mariages arrangés, voilà. On a des façons, mais c'est une très bonne nouvelle ça, parce qu'une fois que vous le savez, c'est ok. Donc si deux inconnus parviennent à être heureux ensemble, mais c'est qu'il y a un potentiel immense pour ceux qui se sont choisis. Voilà, prenons ce qu'il y a à apprendre. Alors maintenant, ici nous avons l'ABC du savoir-vivre de Françoise Le Foll-Cavez. Guide des usages, le guide des usages de Françoise de Quercise. Ici maintenant, le livre me tombe des mains malheureusement. Duc de Levis-Mirepoix, comte Félix de Voguet. Voilà. La baronne Staff, je ne présente plus sur cette chaîne. Le guide marabout du savoir-vivre, Gisèle Dacier et Jean Baudry. D'accord? Donc, on a des noms à particules. Bon. Ah, je le sors parce que j'ai également plein de manuels de savoir-vivre, oui, ce n'est pas des noms à particules, mais ça reste que l'enseignement est le même. Alors, si vous êtes là, c'est que peut-être vous dites, bon, allez, je vais regarder, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est très bien, restez, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Bon, peut-être qu'actuellement, dans votre mariage, c'est un peu la routine, vous vivez en colocataire, vous n'êtes pas ennemis, c'est pas ça, mais juste, bon, il y a les enfants, il y a un rythme de vie, il y a le travail qui est très prenant, il n'y a plus d'étincelles, plus de joie, il n'y a plus de, certainement plus de pétillement, de rire, voilà, c'est pas dramatique en soi, pas du tout, mais c'est juste que bon, vous voudriez que cela change. Voilà, moi par exemple, je vais vous le dire, là, tout à l'heure, mon mari m'a envoyé le lien d'un article, il dit, je suis sûre que ça va te plaire. Voilà. Il ne serait pas obligé, vous voyez bien, il ne serait pas obligé, mais il s'est arrêté sur un article de journal, enfin en ligne, et il me l'a envoyé, ça va plaire à ma femme. Moi, de même, quand j'ai quelque chose à raconter, je tombe sur quelque chose de drôle dans la journée, mon premier réflexe, c'est bon, d'attendre le soir que mon mari rentre, ou mais de lui en parler. Voilà, et on rit ensemble. Comme, peut-être pour vous il y a quelques années. Et donc j'aimerais vous dire que tout cela, c'est possible. Il est totalement possible d'avoir un mariage heureux. Prenons les conseils des aristocrates. Et à vrai dire, tournons la vidéo d'une façon différente. 3 fausses idées sur le mariage selon les aristocrates. Cette première idée, vous la connaissez tous, parce que vous l'avez lue dans des magazines, vous avez entendu vos copines en parler, même peut-être des personnes dans votre famille, vous l'avez vu dans tous les films actuellement, et donc vous l'avez profondément intégré, comme moi aussi il y a quelques années je l'avais intégré. Cette phrase, c'est « Le mariage, c'est des hauts et des bas. Ça ne peut pas toujours être beau. » Mais c'est faux, c'est faux. Dans les manuels de savoir-vivre, plutôt catholiques d'ailleurs, on trouve ce conseil donné par les femmes, par les hommes aussi d'ailleurs, de ne jamais se coucher fâché avec l'autre. Moi, je sais que dans les premiers temps de mon mariage, j'avais entendu ce conseil plus d'une fois à des réunions, à des retraites spirituelles, et c'est bon quoi. Et j'ai le droit de bouder. Hein. Enfin, moi, ma colère, elle dure plusieurs jours, voilà, plusieurs semaines. Voilà, moi, je m'installe dans ma colère. Voilà, je vais pas l'écourter comme ça le soir avant de dormir. Quand même, je me respecte. Hein. Bon, bla bla bla. Il faut vraiment, voilà, le comprendre puissamment. Je suis la première perdante de ma colère.
Et à quel point ce conseil, donc ne jamais se coucher fâché avec l'autre. C'est un remède justement à cette phrase dont je vous dis, le mariage c'est fait de haut et de bas. Mais en fait non, on change la temporalité. Oui, on a des hauts et des bas dans la vie, mais ça dure quelques heures, pas quelques jours, pas quelques semaines, pas quelques mois, pas quelques années. Ça se compte tout au plus en heures. Justement, on remet les compteurs à zéro le soir pour à nouveau être bien. Et alors, imaginez ça. Donc, une métaphore pour que vous puissiez comprendre. Vous rajoutez une troisième dimension. Donc, là, vous êtes dimension le haut, le bas, le haut, le bas. Et en fait, rajoutez une autre dimension, en fait, un 3D, une maquette 3D du mariage. Et c'est comme, par exemple, vous êtes dans un parc d'attractions, Astérix, Disney. Bon, si vous êtes plutôt comme moi, vous êtes en mode château. Et voilà, en fait, un séjour d'une semaine dans la route des vins pour certains, donc la route des châteaux pour d'autres. Et chaque jour, on va faire une activité agréable. Chaque jour, on va faire plusieurs activités agréables. Et oui, donc en fait, à la place d'être au bas, on est sur un autre niveau, le niveau horizontal. On se déplace horizontalement. Et on est tout le temps dans la zone de ce qui est agréable. Et on voyage dans ce qui est agréable. Voilà. Et le mariage, c'est la même chose. C'est une multitude d'activités agréables, plaisantes, heureuses. Voilà. Ce n'est pas que pour qu'il y ait du beau, il faut aussi du négatif. Pas du tout. Mais pas du tout. Bon. Donc, cette idée de le mariage, c'est des hauts et des bas, c'est totalement faux. Vous ne retrouvez pas cette idée dans les manuels de savoir-vivre chez les aristocrates. C'est faux. Deuxième fausse idée sur le mariage, celle des compromis. Alors ça, vous l'avez sûrement lu, entendu, écouté, parlé, vous avez déblatéré à ce sujet pendant des heures et des heures avec vos copines peut-être, si vous êtes une féministe ou une ancienne féministe, bon, ça a été mon cas, ou justement, il faut faire des compromis. Le mariage, c'est faire des compromis, aidez-la. C'est faux. On n'utilise pas le mot compromis. Le mot, c'est concession. Oui. Le compromis, on est tous les deux malheureux. Dans les compromis, personne n'a obtenu ce qu'il voulait. Personne. Je vous recommande la lecture du livre « Ne coupez jamais la poire en deux », écrit par un ancien du FBI ou CIA, un Américain, qui justement qui est là pour négocier. Donc, il enseigne les techniques de négociation. Et il parle très bien du compromis. Le compromis n'existe pas. Le compromis rend tout le monde malheureux. Bon. Également, je vous recommande le livre « Savoir se faire des amis » de Dan Carnegie, qui l'explique aussi, bon, dans les premiers chapitres. Donc, le compromis. Alors, il y a cette exception, vous connaissez tous l'histoire ou pas, c'est deux sœurs et elles veulent faire chacune un gâteau et elles ont besoin d'une orange. Et donc, bon, ben voilà, elles se disputent, et puis finalement, voilà, on va couper la poire en deux, on va couper l'orange en deux, il y en a une qui prend, donc chacune a la moitié de l'orange, et aucune ne peut faire son gâteau, parce que chacune avait besoin de l'orange entière. Là, vous allez me dire, on va faire que la moitié du gâteau. Oui, effectivement, elles ont partagé les ingrédients en deux, les divisés, et elles vont faire la moitié du gâteau. Et là, il s'avère que il y en a une qui avait besoin du zeste d'orange, et l'autre avait besoin du jus de l'orange. Donc en fait, en se parlant, elles auraient pu être gagnantes. Une aurait pris tout le jus de l'orange et l'autre tout le zeste de l'orange, l'écorce. Bon. Mais ce cas de figure théorique et hypothétique, ça fait partie des exceptions, d'accord ? Dans l'immense majorité des cas, le compromis, c'est du perdant-perdant. Ce que nous enseignent, et les aristocrates, et la sagesse, la vieille France, c'est les concessions. Il y en a un qui cède au profit de l'autre. C'est ça la vraie beauté. C'est ça le vrai sacrifice. Parce que imaginez qu'en fait, un compromis, les deux sont frustrés et les deux se projettent sur l'autre. Regarde, j'ai cédé pour toi. Or, l'autre, mais non plus, il est aussi frustré. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, chacun a ce sens du c'est sacrifié pour l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Et projette sur l'autre cette espèce de tu dois m'admirer. Tu dois être heureux maintenant parce que j'ai cédé pour toi. Je suis meilleur, j'ai cédé pour toi. Et tu es le responsable de ma tristesse, de ma peine, de ma souffrance, de ma douleur. En fait, et tout cela, c'est donc perdant-perdant. Concession. Il y en a un qui cède au profit de l'autre. Est-ce qu'on va habiter à la ville ou à la campagne ? Est-ce qu'on va partir en vacances à la mer ou à la montagne ? Est-ce qu'on va avoir un quatrième enfant ou pas ? Et qu'il y en a un qui va avoir 2 enfants, l'autre va avoir 3 enfants. Le compromis, c'est pas 2,5. D'accord ? Bon. Le compromis entre la ville et la campagne, c'est pas la banlieue. Pas du tout. Pas du tout. Tous ceux qui habiteront en banlieue vous le diront. Bon. Et de même, ceux qui habiteront aussi à la campagne ou à la ville, c'est autre chose.
le compromis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut, voilà, c'est concession. On approfondit cela dans les programmes, justement, sur le mariage, sur la galanterie, sur séduire sans faire le premier pas. C'est un sujet passionnant. Et une fois que vous l'avez compris, maîtrisé, c'est la phrase de Saint-Exupéry, là, enfin, le Petit Prince. Euh, à deux, on marche beaucoup plus vite. À deux, on voit plus loin, on fait plus de choses, on marche plus vite. Il s'agit de suivre le plan de l'un ou de l'autre. Et rappelez-vous le postulat de départ, le postulat du départ du mariage. Quand on se marie, quand on aime l'autre, ce qui nous importe, c'est son bonheur. Et son bonheur passera toujours avant le nôtre. Et ça, c'est tellement vrai, ce don de soi absolu, c'est tellement vrai dans le mariage où, bon, je n'approfondis pas ici parce que voilà, c'est pas le sujet. Mais donc, retenez bien, le compromis, c'est une leurre, d'accord? Dans le monde professionnel, c'est différent, et encore, c'est du... Voilà. Mais là, dans le mariage, il n'y a pas de compromis. On fait des concessions. Troisième fausse idée sur le mariage que nous enseignent les aristocrates. Vous l'avez déjà entendu, surtout si vous êtes une jeune femme de 20 ans, vous méritez le meilleur. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, des dizaines de fois, je me le suis répété des centaines de fois. Vous méritez le meilleur. Non. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Là, c'est une vérité brutale à entendre, que j'ai entendue dans la vingtaine, que je n'ai pas reçue à l'époque parce que j'étais beaucoup trop... Mon ego était mal placé, j'avais beaucoup trop d'orgueil. Mais la vérité est, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter? Enfin, comment ça? Mais sérieusement, quels sont vos accomplissements? L'amour ne se mérite pas. L'amour est un don absolu. Ça, bon, j'espère que vous êtes... Enfin, j'espère. Je vous encourage à devenir chrétien, à suivre le Christ, pour que vous puissiez comprendre que l'amour ne se mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite. L'amour est un don absolu, sans contrepartie, inconditionnel. Je sais que c'est un message qui revient souvent des mères à leurs filles, parce que les mères pour leurs filles, évidemment, comme leur père, souhaitent le meilleur, ce qu'il y a de mieux, le meilleur. Mais en fait, on est allé trop loin dans ce délire, disons-le tel quel, parce que, d'une part, aucun jeune homme ne passe le radar d'une mère, peut-être aussi d'un père, comme potentiel gendre. Mais qu'avez-vous fait? Vous ne méritez pas, on ne mérite pas un bon mari, enfin on n'en mérite pas non plus un mauvais, c'est pas ça. Mais l'amour n'est pas une question de mérite. Et donc même, à la limite, si vous considérez que l'amour est une question de mérite, très bien. Sortons les cartes, jouons cartes sur table. Quels sont vos mérites? Quels sont vos accomplissements? Mais qu'avez-vous fait? Voilà. Oui, c'est difficile à entendre, je sais. Bon, donc on se le dise tout de suite. Que nous enseignent les aristocrates? Voilà. Les aristocrates nous enseignent que, voilà, donc cette question, surtout, on cherche, quel est le bon parti? Où trouver des bons partis? Pour sa fille, pour son fils, où trouver des bons partis pour le mariage? Mais la réponse est, au lieu de chercher des bons partis, chercher la bonne personne, il s'agirait d'en devenir une. Il s'agirait d'être la bonne personne pour quelqu'un d'autre. Il s'agirait d'être la bonne amie, la bonne femme, la bonne épouse, la bonne patronne, la bonne coéquipière, la bonne sœur pour quelqu'un. Et tout ce travail est là, c'est un travail sur soi. Non mais c'est génial, c'est génialissime. Vous imaginez la marge de manœuvre dont on dispose. En fait, on se rend compte, on a un super pouvoir entre nos mains. On peut décider qui on veut être. On peut décider de s'améliorer. On peut décider d'être une meilleure personne. On peut décider de réussir son mariage selon nos propres termes. D'être heureux, d'avoir du pétillement, d'avoir de la joie. Et tout cela n'est pas une question de mérite, n'est pas une question de naissance, n'est pas une question d'argent, n'est pas une question de l'autre. Non, c'est entièrement à nous. C'est excellent. C'est génialissime. Voilà, je manque de mots pour dire à quel point ce sont de bonnes nouvelles. Donc voilà, l'enseignement que vous devez retirer de cette vidéo, retirer des leçons des aristocrates. Comment réussir votre mariage? Donc faites table rase des a priori que vous avez, que la société moderne nous a fourré dans la tête, et suivez votre chemin d'élégance. Si vous souhaitez justement raviver la flamme dans le couple par ces préceptes de la vieille France, je vous invite à découvrir un programme Objectif couple amoureux en 30 jours. Donc c'est consacré uniquement aux femmes. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Et c'est ça qui va redynamiser, redonner du peps
à votre mariage par un travail sur vous. Voilà. C'est... Bref, allez. J'en parle pas plus ici, vous aurez toutes les indications en suivant le lien sous la vidéo. À présent, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, rappelez-vous, la bienséance fait la différence.